Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Riyad puis Ahmedabad, le président Macky Sall est arrivé dans la ville indienne qui abrite les 52e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Le chef de l'État participe à cette rencontre où il sera essentiellement question des financements à consacrer à l'agriculture pour nourrir l'Afrique. Opération pré-hivernale, l'ONAS se met dans le curage. Plusieurs installations de la ville de Dakar vont être nettoyées ou mis à norme. Pour éviter toute mauvaise surprise, l'Office national de l'assainissement du Sénégal joue la carte de l'anticipation 2-0 et une première victoire à la Coupe du Monde des U20. Les Lionceaux font une bonne entrée en matière face à l'Arabie Saoudite. Une équipe soudée qui entend aller loin dans cette compétition. Bienvenue à tous. Le chef de l'État est en Inde depuis ce lundi. Le président Macky Sall va prendre part aux assemblées générales, assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, la 52e édition. Cette année, l'accent sera mis sur les opportunités de développement qu'offre l'agriculture en Afrique. Envoyé spécial à Ahmedabad, Pape Biram Biguendiaï. C'est dans la journée du lundi que le président de la République est arrivé en Inde, dont la ville d'Ahmedabad. Le président Macky Sall est l'invité de la Banque africaine de développement qui tient ses 52e assemblées générales en terre indienne avec comme thème principal l'agriculture. Vous le savez que c'était le président Macky Sall dans l'ouverture quand j'ai pris la fonction en tant que président de la Banque africaine de développement. Il y a 2 ans à Djamnajo, c'est lui qui avait ouvert la conférence sur l'agriculture. Donc ça veut dire que la Banque africaine de développement a commencé à accélérer notre investissement sur l'agriculture parce que le président Macky Sall soutient beaucoup de l'agriculture. C'est une visite d'amitié, d'appréciation pour son Excellence, Monsieur le Président. L'Abad s'honore de recevoir le président Macky Sall à cette rencontre qui demeure un rendez-vous privilégié des chefs d'État africains. C'est parce qu'il y a à la clé des enjeux économiques. Le président Macky Sall, c'est un leader africain qui pense dans l'avenir de l'Afrique avec une vision pour l'Afrique et il soutient très fortement la Banque africaine de développement. Nous avons une relation très spéciale avec le Sénégal. Je félicite le Sénégal de son croissance économique. Si vous prenez aujourd'hui au niveau de la taux de croissance économique de l'Afrique, le taux du Sénégal c'est 6,7%. Ce qui est incroyable, parmi les plus larges élevés dans le monde. Donc j'ai profité de l'occasion pour lui féliciter pour le travail merveilleux au niveau de la stabilisation macroéconomique et fiscalité de le pays. Entre l'Abad et le Sénégal, le partenariat est bien en place et épouse les priorités du président Macky Sall en termes de grands projets pour un changement structurel de l'économie sénégalaise. On travaille sur plusieurs projets. Il y a le projet de Promoville que nous savons, il y avait le projet sur l'agriculture, il y a le projet aussi sur le train qui va à Djamnajo jusqu'à l'aéroport. Il y a aussi l'investissement que nous faisons aussi sur la construction du système routier, au sein du système urbain de Dakar. Il y a aussi l'aspect que nous faisons au niveau de la formation. Je dois vous dire que je suis vraiment très impressionné sur ce que le président fait sur la formation. Parce qu'il a cette initiative qu'on appelle l'initiative de Nouveau Einstein. C'est-à-dire les gens qui sont des gens dans les mathématiques, dans les technologies informatiques et tout ça là, qui soutiennent. Il est un leader en Afrique pour ça. Donc nous, on soutient fortement le président, on soutient fortement le Sénégal. Dans la foulée, le président Macky Sall a reçu le patron du groupe indien d'automobile Tata. Les perspectives sont bonnes et le partenariat bénéfique. C'était juste pour lui dire le bienvenu en Inde. Je crois que c'est après longtemps qu'il est venu en Inde et je l'avais rencontré une fois à Dakar et c'est juste pour lui dire le bienvenu. On a un engagement pour vendre des bus au gouvernement et on a discuté ce projet aussi. Ce mardi s'ouvre à Ahmedabad les 52e assemblées générales d'Oulabad. Il y aura également un panel de chefs d'État qui va se pencher sur le développement de l'agriculture.
Justement, ces 52e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement se tiennent dans un pays membre actif de la BAD de l'Inde. L'agriculture est au menu des 5 jours d'échange qui ont démarré aujourd'hui pour la Banque africaine de développement. Les investissements sont le seul moyen de libérer le potentiel énorme des exploitations agricoles et l'agro-industrie. On revient sur le choix de ce thème avec Aram Dawa. 7 Africains sur 10 vivent de la terre. Cette indication que donne la BAD suffit à convaincre sur la nécessité d'investir sur l'agriculture. C'est le seul moyen d'en finir avec la faim, la malnutrition et l'extrême pauvreté. L'un des principaux investisseurs du continent, la Banque africaine de développement, prend le combat à bras le corps. L'agriculture est au centre de ces 52e assemblées annuelles, le plus important événement de la banque qui se tient cette année en Inde. L'avenir de l'Afrique dépend de ce que ce continent fera de l'agriculture. Plus précisément, nous nous pencherons sur la question de savoir comment faire de l'agriculture une activité commerciale, relancer les économies rurales de l'Afrique, accélérer le financement agricole et promouvoir la participation des femmes et des jeunes au secteur agricole. Mais nous allons encore plus loin. Nous présentons l'Afrique aux Africains et au monde. Toute l'Afrique est impliquée pour qu'elle n'importe plus 2 fois plus de nourriture qu'elle n'en exporte. Les jeunes le sont aussi parce que l'agriculture peut offrir des emplois aux 10 millions d'Africains qui entrent chaque année sur le marché du travail. Le monde n'est pas un reste parce qu'il aura besoin de l'aide de l'Afrique pour nourrir les générations à venir. Avant de se rendre en Inde, le président de la République a rencontré nos compatriotes qui vivent en Arabie Saoudite. Ces derniers ont exprimé plusieurs préoccupations, entre autres l'accès au logement, la construction d'une école sénégalaise dans ce pays et l'intervention de l'État sur certains dossiers judiciaires tels que le cas Bayang Diop, envoyé spécial par Biram Biguenyaï. C'est l'un des temps forts qui a toujours rythmé les voyages du chef de l'État à l'étranger. C'est avec enthousiasme que les Sénégalais de la diaspora accueillent toujours le président Macky Sall. Ici à Jeddah, nos compatriotes n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont témoigné toute leur gratitude au président de la République. Mais c'est aussi et surtout l'occasion pour les Sénégalais d'Arabie Saoudite de poser leurs problèmes et difficultés dans une vie parfois complexe, loin de chez soi. Le souci principal reste la détresse de certains pères de famille qui ont perdu leur emploi suite à la faillite d'une très grande entreprise saoudienne de construction, Saudi OG. Celle-là qui a construit le King Fahd Palace au Sénégal il y a de cela plusieurs décennies. Le président Macky Sall a tenu tout d'abord à les rassurer. L'État n'abandonnera pas ses fils à leur sort. Des démarches seront entreprises afin que leurs droits soient respectés. Mieux, le président de la République Macky Sall va leur apporter un soutien à la hauteur du préjudice, le temps que la liquidation de l'entreprise soit prononcée par les autorités saoudiennes et qu'ils entrent dans leurs fonds. Autre sujet évoqué qui concerne cette fois-ci les femmes d'Arabie Saoudite. C'est une bonne nouvelle que le président Macky Sall leur rapporte. Il s'agit de l'octroi d'une 3e tranche de financement à hauteur de 50 millions de francs CFA. C'est parce qu'elles sont des modèles en termes de régularité, dont le remboursement des crédits déjà alloués. Crédits à 0% de taux d'intérêt. Sur la question de l'habitat, la balle est désormais dans le camp des Sénégalais de la diaspora, puisque l'État a déjà mis en place des conditions très souples d'acquisition de logements à Dakar. Par ailleurs, une vieille doléance des Sénégalais d'Arabie Saoudite est en passe d'être résolue. Il s'agit de la construction d'une école sénégalaise à Jeddah. Là-dessus, un terrain de 412 000 m² a déjà été identifié pour abriter ce complexe scolaire. Bref, le président Macky Sall a décidé de prendre à bras le corps toutes les préoccupations de nos compatriotes, sans oublier certains dossiers judiciaires pendant devant la justice saoudienne. L'État du Sénégal est en train de tout mettre en œuvre pour trouver une issue heureuse. Et ce,
dont la plus grande discrétion. Le Dara de Koki se modernise. 2 pavillons d'hébergement pour garçons et filles viennent d'être construits dans cette école où est enseigné le Coran. 139 millions de francs CFA, c'est le coût de ces ouvrages que le ministre de l'Éducation a inauguré. Pape Collingham. Coupure de ruban, prix dévoilement de l'enseigne. Un pavillon tout neuf pour servir de dortoir aux pensionnaires du Dara de Koki. Un joyau d'une capacité d'accueil de 26 chambres. À Koki, Serigne Mbaye Thiam a aussi visité le chantier de la résidence des jeunes filles. Même conception architecturale. Les 2 réalisations ont coûté la somme de 139 millions de francs CFA. C'est un pavillon composé donc, de 16 chambres avec des toilettes de part et d'autre, donc 8 box de chaque côté, donc avec un bureau du directeur donc, et une salle de surveillance. Autre lieu, visiter l'Institut Ahmed Sarelo de Koki. Il accueille près de 4000 apprenants ayant déjà mémorisé le Saint-Coran. Ici, à côté du programme arabe, on enseigne aussi l'anglais, le français et l'informatique. Après la visite des différentes sections du Dara, parents d'élèves, autorités religieuses, enseignants, élèves et élus locaux ont salué les nombreux efforts de l'État pour une meilleure prise en charge de l'éducation à Koki. Le marabout nous a chargé de remercier en son nom le président de la République Macky Sall pour les 2 pavillons qu'il a construits ici. Ses prédécesseurs n'ont pas pensé à le faire. Lui, il l'a fait. C'est pourquoi nous le remercions beaucoup. La cérémonie d'inauguration des pavillons d'hébergement, filles et garçons des apprenants du Dara de Koki, réalisée sur les instructions du chef de l'État, le président Macky Sall, me donne une nouvelle occasion de rencontrer la communauté éducative et religieuse du sous-secteur des Dara, acteur clé de l'émergence. Je voudrais ainsi féliciter les responsables de cet auguste complexe islamique pour le travail remarquable accompli dans le cadre de la promotion de l'enseignement arabo-islamique et d'une éducation de qualité pour tous les enfants du Sénégal. Le Dara de Koki a été créé en 1939. Plusieurs sommités de l'État dans différentes sphères ont fait leur humanité dans ce foyer religieux. Le ministre de la Culture invite l'Union des écrivains d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine à contribuer à la maîtrise des turbulences engendrées le plus souvent par les conflits et l'intolérance. Monique Ndiaye a ouvert la rencontre internationale des délégués de l'Union, une première en terre africaine pour une organisation vieille de 60 ans. Rougui Atouba. En conclave à Dakar, les écrivains d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine prennent leurs plumes pour faire de la littérature un langage de paix et de liberté. Les libertés reculent et l'homme s'enfonce dans une méfiance injustifiée. La turbulence, parce qu'il est question de turbulence, qui s'incruste avec des dérives pendant des mois, des années, dans les cités et écarte-t-elle la foi de rêver son destin dans son propre pays. Nous nous employerons à défendre les acquis de liberté par nos réflexions transcrites, à travers nos écrits qui servent de discours, qui servent d'action de revendication, mais surtout d'action de projection, d'action d'éveil des esprits et de partage. Par les mots, ces écrivains vont soigner les esprits. Les propositions issues de telles joutes peuvent durablement et conséquemment aider les autorités étatiques à prévenir certains risques et fléaux aux conséquences périlleuses. Le terrorisme, pour ne pas le citer, a besoin de votre décryptage, messieurs les écrivains, pour que le mythe qu'il est devenu soit détruit totalement et pulvérisé dans les mentalités de ceux-là qui, par insuffisance de culture ou simple folie, sont guéris de leur mal. L'art d'écrire est désormais perçu comme une panacée,
L'Union des écrivains d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine en est consciente, elle qui reste attachée aux valeurs de paix, de liberté et de tolérance. Mettre le monde rural dans l'ère du numérique, telle est l'ambition de l'RTP et du FDSUT. Les deux entités s'y emploient. Elles viennent d'équiper la case des tout-petits de Diarer. 20 ordinateurs et un poste de travail fixe sont mis à la disposition des enfants de cette localité pour les familiariser avec les TIC. Hamidou Diop. Pour les tout-petits de Diarer, c'est une innovation majeure. Une rupture, car ces enfants peuvent désormais manipuler l'ordinateur grâce au FDSUT et à la RTP. Dans chaque structure préscolaire bénéficiaire, nous avons mis à disposition 20 ordinateurs portables, un ordinateur classique pour adultes, un vidéoprojecteur, une imprimante réseau de type laser, un routeur Wi-Fi, 4 ventilateurs pour l'aération de la salle. À Diarer, les enfants et le personnel ont tous salué l'arrivée de ces équipements qui permettent d'effacer l'écart technologique entre les villes et le monde rural. Il s'agit à travers cet important projet de contribuer à l'atteinte de l'objectif connecter les écoles à l'horizon 2015 retenu lors du sommet mondial sur la société de l'information tenu du 10 au 12 décembre 2013 à Genève. Ce que nous sommes en train de faire à Diarer, on aurait pu le faire dans 100 autres établissements au Sénégal. Dans le bilan pas exhaustif présenté par le directeur de la RTP, vous avez retenu que la case des tout-petits de Diarer constitue la 100e case que nous avons équipée. Au niveau des établissements secondaires, nous en sommes à 123 établissements. Au niveau supérieur, nous avons fait en sorte que les étudiants des universités publiques du Sénégal bénéficient maintenant gratuitement de l'Internet, tant au niveau du campus pédagogique que du campus social. D'ici 2018, 400 cases des tout-petits sont ciblées. Et toujours à Fatigue, le lycée Koumbando Fentouf a bénéficié de l'installation d'un réseau Wi-Fi. Et nous savons l'importance donc de l'Internet dans un établissement. Donc c'est un appui donc aux enseignements-apprentissages. Ça, ce n'est qu'un aspect, parce que moi qui vous parle, au niveau de l'administration, chaque jour nous devons donc avoir une vision donc, de notre boîte. Et ça, parce qu'on nous envoie des documents et il peut y avoir des urgences. Ces équipements sont financés par le Fonds de développement du service universel des télécommunications à travers un programme qui vise à connecter les cases des tout-petits et les lycées du Sénégal. 3 jours pour parler de la compréhension et la conduite opérationnelle du partenariat public-privé et sa contribution au développement territorial. Des travaux animés par un cabinet français et qui ont réuni divers acteurs. Hamidou Diop. Une mise à jour des participants sur les outils modernes de la contractualisation publique-privée a été à l'ordre du jour de cet atelier qualifié d'utile et de pertinent par les élus locaux dans un contexte de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Les ressources de l'État ne sont jamais suffisantes parce que les besoins et les précautions d'optimisation sont extrêmement élevés et il nous faudra recourir effectivement à un nouveau procédé. Et aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que les PPP. C'est la raison pour laquelle nous saluons la cet atelier animé par d'éminents experts venant de France et qui nous ont permis de maîtriser de façon opérationnelle l'élaboration mais également la mise en route ou la mise en conduite d'un projet PPP. Toutefois, des préalables sont nécessaires pour une conduite efficace du PPP au niveau des territoires. Les collectivités locales ont besoin de s'entourer d'experts, de s'entourer de spécialistes pour justement pouvoir corriger cette asymétrie d'information entre le public, de compétences même entre le public et le privé. Ils ont besoin aussi, surtout, quel que soit le niveau de compétence, d'identifier des projets qui sont des projets porteurs. Une méthodologie de conception et de conduite d'un partenariat public-privé basé sur les outils méthodologiques devant conduire au développement territorial a été bien appréhendée par les participants. L'objectif de cet atelier est de vous fournir une méthodologie de conception et de conduite
d'un partenariat public-privé basé sur les outils méthodologiques devant conduire au développement territorial. Au terme de cet atelier, une des leçons apprises a été livrée par un des animateurs sur la modalité de contractualisation des collectivités territoriales par le truchement d'une forte intervention du privé. Le sentiment que l'on a au terme de ces 3 jours de formation, c'est que rien n'est impossible. Le risque, c'est quelque chose qu'on arrive à contingenter dans le cadre des échanges avec un opérateur. Le principal risque, à mon avis, c'est de ne pas faire, c'est de ne pas prendre l'initiative. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on a réussi, je pense, à réaliser pendant cette formation, c'est de démontrer que les collectivités territoriales peuvent prendre l'initiative d'un certain nombre de projets tout en maîtrisant les risques de ceux-ci. Et ça, je trouve ça plutôt positif. Au total, cet atelier de partage constitue un palier supplémentaire dans l'action managériale des participants. Il ouvre des perspectives intéressantes en termes de maîtrise des enjeux de la maîtrise d'ouvrage et de l'appui à la maîtrise d'ouvrage des acteurs dans un contexte de mise en œuvre du PSE, où le privé a une belle carte à jouer. Anticipation, c'est le maître mot à l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Pour mieux préparer la saison des pluies, des opérations pré-hivernage sont organisées pour le curage du réseau de l'ONAS. Toute la capitale, Dakar et sa banlieue sont concernés par les travaux. Ibrahim Ndong a fait le tour de quelques points. Reportage. Cette grille à valoir ne respire plus. Elle a été complètement étouffée par les déchets solides. Une situation qui empêche le passage normal des eaux de pluie. Pour y faire face, l'ONAS, l'Office national pour l'assainissement, a déployé des gros moyens. C'est une aspiratrice excavatrice. Donc nous l'utilisons en fait pour le curage des grilles à valoir. Parce que c'est équipé d'une benne de capacité 8 mètres cubes. Donc c'est un engin qui a une grande capacité d'aspiration. Donc ça peut aspirer jusqu'à une profondeur de 8 mètres. Des opérations pré-hivernage dont les travaux ont été commencés depuis le mois d'avril. Le curage concerne toute la capitale et sa banlieue. C'est des opérations que nous organisons annuellement avant l'hivernage. Cependant, ça ne veut pas dire que ces opérations sont complètement terminées au mois de juin, parce qu'au mois de juin, il commence à pleuvoir. Mais durant le mois, pendant la saison des pluies, ces opérations vont continuer également parce que nous avons des sous-traitants au niveau des différents bassins versants de Dakar qui s'occupent de l'entretien de ces bassins versants-là et concernent à peu près 200 km de réseau d'eau pluviale enterré. Quartier Bop, commune de Biscuiterie. Ici, c'est un système de curage hydrodynamique qui est pratiqué. Mais les efforts de l'ONAS risquent de ne pas porter leurs effets si les populations n'abandonnent pas certaines pratiques. Ça, c'est notre environnement. Il faut le sauvegarder. Il faut essayer de le rendre propre, un environnement sain. Et il y a des gens qui se lèvent tardivement et mettent déposer les ordures aux alentours du jardin. Et ça, c'est pas honnête quand même, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut surtout penser à l'hygiène de tout le monde. En plus des déchets solides, le dépôt des gravats à côté des égouts ne manque pas de conséquences. Et quand il pleut, avec les eaux de ruissellement, ces gravats-là se retrouvent dans nos ouvrages. C'est pourquoi, même si nous organisons des opérations de curage pré-hivernal, à la première pluie, ces ouvrages-là sont remplis encore de détritus solides à cause en partie de l'entreposage de ces gravats-là tout le long des voiries. Ces gravats qui, par ruissellement, aboutissent dans nos ouvrages. Les opérations vont durer 3 mois. Plusieurs localités sont concernées. L'Office national pour l'assainissement doit aussi faire face à une autre équation, le vol des ouvrages de l'ONAS. Autre office, celui des forages ruraux qui vient de réceptionner du matériel destiné à la construction de puits et de forages. L'OFOR et le CGECOC, dans le cadre de la coopération Chine-Sénégal, unissent leurs efforts pour étendre le réseau d'adduction d'eau potable dans les zones rurales. Maman Moussagnan. Du matériel lourd pour creuser davantage, élever encore, allonger plus, le tout pour étendre au maximum le réseau d'adduction en eau potable jusque dans les zones les plus reculées du Sénégal. C'est le vœu du chef de l'État, ce que l'Office des forages ruraux est en train de mettre en exécution
à travers ce partenariat avec le CGCOC. Pour nous, c'est un grand défi, mais on a plein de confiance de relever ce défi avec notre expérience depuis 1983 en Afrique et aussi avec notre équipe professionnelle et l'investissement déjà mis en place sur Dakar. Voyons la composition de ce matériel lourd qui renforce l'existant. Ce sont des camions à crues. C'est pour élever des matériaux de construction, des camions à forage. C'est pour forer les puits. Ces engins sont fabriqués avec la technologie le plus avancée. Ce geste est le résultat de 6 mois de collaboration seulement entre l'OFOR et le CGCOC. Le professionnalisme et l'engagement de CGOC ne laissent planer aucun doute sur l'exécution de ce projet-là dans les délais. Nous allons entrer pleinement dans la phase opérationnelle dans les 2 semaines à venir. Je rappelle qu'il s'agit de 281 forages, plusieurs milliers de kilomètres de réseau pour connecter près d'1 million de personnes. Approvisionner en eau toutes les localités du Sénégal, de la zone rurale, c'est le pari de l'OFOR. Un défi que l'Office des forages ruraux est en train de relever avec les moyens de l'État du Sénégal. L'autorité sénégalaise de radioprotection et de sûreté nucléaire a organisé en collaboration avec le département américain de l'énergie 2 ateliers. L'un est axé sur l'élaboration des plans de sécurité des sites et l'autre sur les garanties généralisées de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La synthèse avec Fatoumata Banelba. L'énergie nucléaire et sa gestion, une préoccupation de tous les pays utilisateurs. Le Sénégal, à travers l'autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire, a engagé 2 rencontres importantes. L'une sur l'élaboration de plans de sécurité des sites et l'autre sur les garanties généralisées. Pour les plans de sécurité, nous nous sommes rendus compte que, vu l'augmentation de l'utilisation des sources radioactives dans nos pays, il était important que ceux-là qui les utilisent, c'est-à-dire ce qu'on appelle les opérateurs, puissent être dotés d'instruments tels que des plans de sécurité pour répondre à des incidents ou à des accidents relatifs à l'utilisation de ces sources. Pour ce qui concerne les garanties, ce sont donc des outils de vérification qui, au plan international, permettent de contrôler les matières nucléaires dans les pays. Il est nécessaire de mettre en place, dans chacun de nos États, un régime national de sécurité nucléaire efficace et durable. Ce régime devra reposer principalement sur un système de protection physique efficace visant à se prémunir contre le danger d'actes éventuels de malveillance. C'est le département américain de l'énergie qui accompagne les pays en fournissant l'expertise et l'équipement nécessaires. Durant ces 4 jours de séminaire, des experts nous présenteront les différents aspects du régime des garanties de l'AIEA. Et j'ose espérer que ces informations vous seront utiles et que votre gouvernement sera dans les dispositions de faire sien ces instruments. J'espère aussi qu'à la fin de ce séminaire, vous aurez une bonne compréhension du régime des garanties de l'AIEA. Et vous comprendrez ainsi que le respect de ces protocoles n'est pas un exercice difficile, surtout pour les pays qui ne sont pas riches en ressources nucléaires. Même si le Sénégal utilise des quantités de sources radioactives très faibles, il demeure nécessaire de toujours rester vigilant. Quand on les produit, on les suit. Quand on les utilise, on les suit. Quand on les stocke, on les suit. Durant le transport, donc dans tout le cycle de vie, on suit ces matières-là. Ces 2 ateliers parallèles ont donc pour seul but de s'assurer de la bonne utilisation des sources radioactives. Au total, 13 pays africains prennent part à cette rencontre de 4 jours, sous la supervision et l'encadrement d'experts américains. Nous parlons de la journée mondiale de la météorologie. Les mesures pour les transports, c'est le thème de l'édition de cette année. Un événement qui a connu des temps forts, dont la présentation de plusieurs communications scientifiques sur le sujet. Alsan Diédio. La place qu'occupe la métrologie légale ou industrielle dans la société se mesure à l'aune de la réponse aux innombrables questions que posent
au quotidien l'activité humaine dans sa globalité. Tous les jours, on fait de la météorologie sans s'en apercevoir. Et la météorologie est très importante dans toutes les activités de la vie. Sous ce rapport, la météorologie en tant que science de la mesure permettant l'étalonnage du poids et des masses est un instrument d'aide à la décision et de planification au cœur des politiques publiques. Ce n'est donc pas un simple fait du hasard si le thème choisi pour cette 6e édition porte sur un secteur aussi important que les transports en rapport avec les mesures. S'il y a un secteur qui a impacté de manière significative et hâté les mutations économiques et sociales, c'est bien celui des transports. Un rappel historique des transports permet de mettre en évidence l'ampleur des effets de la marche du monde. En rapprochant les distances, en facilitant les échanges de marchandises, les transports ont été un socle de l'industrialisation qui a rendu possible la conquête des marchés mondiaux. On le sait, la météorologie est au début et à la fin de toute conception, tout référentiel en matière de politique de développement économique et social. Aussi se rappelle-t-on le rôle stratégique et opérationnel que la direction du commerce intérieur, notamment la division de la météorologie, a joué avec l'association sénégalaise de normalisation et l'ASMET dans le contrôle et la mise aux normes du fer à béton suite aux effondrements récurrents d'immeubles. Un arrêté interministériel a été pris sous une forme vraiment inclusive et participative parce que ça regroupait tous les acteurs et aussi nous avons dans la mise en œuvre de cet arrêté été extrêmement rigoureux parce qu'il nous est arrivé de saisir plus de 100 millions de tonnes de fer en béton donc qui ont été perdus par les mises en cause. Des requêtes de confiscation donc ont été adressées par les tribunaux et qui nous ont donné satisfaction. Pour rappel, la journée mondiale de la météorologie qui en est à sa 17e édition consacre la signature de la Convention du mètre de 1875. Le vocable météorologie vient du grec métron, cela veut dire mesure en français. 3 calebasses d'or pour du bon quinqueliba et de 3 pour la matinale de la RTS primée, encore une fois, par les promoteurs de l'événement. L'émission cartonne fort et c'est tout à l'honneur de l'équipe qui vous accompagne dans votre réveil tous les jours avec cette tisane chaude bien de chez nous, Maman Moussagnan. Après avoir été retenu à 3 reprises comme meilleure matinale au Sénégal, voici que l'équipe qui réveille tous les jours des milliers de téléspectateurs se voit offrir une énième récompense. C'est la confirmation. Je dis que c'est la confirmation, c'est une confirmation. Ça veut dire aujourd'hui que le défi n'est plus à démontrer ce que nous voulons faire ou peut-être la place que nous allons occuper au niveau des matinales. Cette consécration est en même temps un challenge pour la jeune équipe de Quinqueliba. Durant toute la saison, on fait plus de 200 numéros. Vous mesurez ô combien les difficultés que nous rencontrons pour faire plaisir aux chers téléspectateurs, pour respecter ce rendez-vous qui est aujourd'hui l'une des vitrines de la RTS. Mais si on a pu relever ce défi, un défi qui est là depuis plus de 7 ans, qu'on ne cesse de relever et de pousser, de porter même loin, c'est grâce à l'implication de l'administration de la RTS. Je veux citer le directeur général, Racine Talla, qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir. Alors, pourquoi Quinqueliba a été choisi parmi tant d'autres émissions matinales? Des téléspectateurs argumentent. Je suis une personne qui est assez critique, qui aime beaucoup la qualité. Et je trouve que c'est une émission qui a une très bonne qualité par rapport à ce que vous présentez, par rapport au contenu, par rapport à la culture que vous présentez, aux invités que vous avez et à la joie de vivre que vous dégagez. Je suis la matinale Quinqueliba tous les jours. Je me lève et avec mon petit appareil, je mets la télé à partir de mon lit. Je vous regarde tous les jours. Je suis impressionné par le travail que vous faites. J'imagine la charge, elle doit être énorme. En tout cas, félicitations pour les sujets que vous abordez. Et je suis convaincu que les Sénégalais sont satisfaits de votre travail. J'en suis persuadé. Je suis un fan de Quinqueliba. À chaque fois, depuis 5 ans comme ça, je suis Quinqueliba. Vraiment, c'est une fierté. Bon, d'être derrière l'équipe de Quinqueliba. Quinqueliba, c'est une trentaine de professionnels, des journalistes, chroniqueurs, techniciens et autres logisticiens qui n'ont pas encore dit leur dernier mot.
Merci à tous. Très bon week-end sur la RTS1. Les programmes se poursuivent. Restez-nous fidèles et prenez grand soin de vous. C'est important. Gardez le sourire. C'est le week-end, Sarah? Oui. Erika. C'est fini le week-end, nous sommes en début de semaine. Chapeau à l'équipe de Alioune Badara Kane et à Sarah et tous les autres. La caravane de la quinzaine de la femme s'est arrêtée à Diourbel. Une forte mobilisation a marqué l'étape de la capitale du Baol avec cet appel du pied lancé à Aïda Mbodj, à Bassao. Ndindi, une des localités phares du Baol sur ce chemin qui mène vers cette zone. Hommes et femmes attendaient le ministre Mariama Sarr. Ici, le PALAM, un programme du ministère, a beaucoup investi dans l'encadrement et la formation. Investir dans la formation, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur le souci des femmes et celui du résultat. Madame le ministre, votre démarche est salutaire et hautement appréciée par toute la commune de Ndindi, sous votre magistère qui a coïncidé avec la décennie de l'autonomisation de la femme. Jamais la gente féminine n'avait bénéficié autant de financement et d'assistance à travers vos services. Le résultat de ces investissements par les services du ministère est visible sur le terrain avec de nombreuses unités spécialisées dans la transformation. Des doléances ont été émises dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous avons pris bonne note et le rapport va être examiné plus profondément avec toute l'équipe compétente et les équipes qui ont été mises en place dans ce cadre-là pour prendre en charge les préoccupations des femmes. L'invité de marque à cette cérémonie n'est personne d'autre qu'Aïda Mbodj, appelée affectueusement la lionne du Baol. Elle a adhéré au programme d'autonomisation des femmes. Il faut développer l'esprit de solidarité et d'entraide pour réussir le plan Sénégal émergent. Madame la ministre, vous êtes un modèle, un exemple de solidarité. Je vous soutiendrai jusqu'au bout pour que vous ayez des résultats dans votre département. Son soutien n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En guise de réponse, c'est un appel à rejoindre le camp présidentiel qui a été formulé. Moi, un appel là, le bëgg lancer. Une invite à rejoindre votre frère, le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Bi nga xam ne su ma ko waxee xam nga ko sëram nga yàgg ngeen liggéey parce que nag ñun président de la République rek la ñu am. On veut cher au ministre Mariama Sarr qui, en concluant ses propos, a dit toute sa satisfaction des réalisations de ses services au profit des femmes du Baol. Comme chaque troisième dimanche du mois de mai, le Candlelight est célébré en souvenir des personnes décédées du VIH-Sida au Sénégal. Le Conseil national de lutte contre le sida et ses partenaires se sont mobilisés avec la participation du réseau national des personnes vivant avec le VIH à la place du souvenir. Les acteurs de la riposte ont pu sensibiliser les populations et solliciter plus de ressources pour faire face à la maladie Chandior. La flamme du souvenir est allumée et elle ne s'éteindra sans doute jamais pour ceux qui ont perdu parents et proches décédés du VIH-Sida. Le Candlelight, une journée de commémoration des personnes emportées par la maladie, est une occasion pour les acteurs de la lutte contre le sida de sortir les armes pour une riposte nationale. Accélérer la riposte, lever les barrières, le goulot d'étranglement, mobiliser les communautés, mettre à disposition les traitements, décentraliser les soins, les amener là où les personnes en ont besoin, investir là où nous en avons le plus besoin. Le Conseil national de lutte contre le sida, le réseau des personnes vivant avec le VIH et ONU-SIDA veulent mobiliser les ressources nécessaires pour la fin de la pandémie. Pour en finir avec le sida, il faut continuer à se mobiliser, à faire avancer la recherche, lutter contre la discrimination, contre les personnes vivant avec le VIH, œuvrer pour la protection et le respect des droits pour les populations clés. Nous allons
pour notre part, poursuivre et accélérer la mobilisation des ressources, améliorer l'accès aux services de dépistage et de prise en charge et de qualité. Le Candlelight est inscrit dans le calendrier du CNLS. Au-delà de la commémoration, ces instants de souvenir sont aussi des moments de sensibilisation aux populations, mais aussi aux autorités pour plus de ressources afin de continuer la lutte. Abus sexuels, exploitation, des actes qui minent souvent l'esprit des missions de maintien de la paix. Pour les prévenir, une ONG, Femmes Africa Solidarité, l'ambassade du Japon et celle de la Grande-Bretagne à Dakar, mise sur la formation des troupes. L'atelier qu'ils ont initié a permis de tirer plusieurs enseignements des Aïdadja. Promouvoir l'éthique pour éviter l'exploitation et les abus sexuels dans des contextes de conflit. Cet atelier de renforcement du personnel de maintien de la paix sénégalais vise deux objectifs. D'abord, donner à nos forces tous les outils nécessaires afin de lutter contre les abus sexuels et ensuite mieux les préparer à s'engager dans leur mission de maintien de la paix. Auparavant, des séances de formation avaient été organisées à Thiès, Kaolack et Dakar. Aujourd'hui, il s'agit pour les forces de sécurité de restituer le contenu de ces enseignements. Vous avez dû suivre très certainement l'engagement du chef d'état-major général des armées, du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, mais également du directeur général de la police nationale. Leur engagement sur cet aspect de formation et de prévention de l'exploitation et des abus sexuels. Vous le constatez vous-même, chaque fois qu'un contingent est préparé, c'est à ce niveau du leadership que cette question est prise en compte. L'ambassade du Japon et la Grande-Bretagne ont accompagné le projet. À l'occasion, la campagne Zéro tolérance contre les abus et exploitations a été lancée. Pour rappel, le Sénégal est le 7e pays contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies. Direction Israël, Donald Trump effectue une visite pour tenter de relancer le processus de paix entre Israël et la Palestine. C'est l'actualité internationale avec Seydina Alunfal. Au troisième jour de visite de Donald Trump au Proche-Orient, le président américain s'est rendu en Israël pour tenter de relancer le processus de paix israélo-palestinien. Séparément, il doit rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas avant l'arrivée de Trump. Et pour apaiser la situation, le gouvernement israélien a adopté une série de mesures pour faciliter la vie des Palestiniens et favoriser leur économie. Le président américain cherche à obtenir des deux bords des engagements et des mesures de confiance selon ses collaborateurs. Depuis 2010, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas n'ont pas eu d'entretien direct. Donald Trump avait semé le trouble en prenant ses distances avec la solution à deux États. Ses conseillers ont cependant signifié que le président pourrait s'être ravisé depuis. Sur la colonisation, considérée par la communauté internationale comme illégale et un obstacle majeur à la paix, Donald Trump a déjà ralenti Israël. Une déclaration ferme mettrait sous pression Benjamin Netanyahu, confronté à la surenchère du lobby des colons. Le président américain s'est rendu au mur des lamentations. C'est une première pour un président américain en exercice. Au premier jour de sa visite en Israël, Donald Trump s'en est pris à l'Iran qu'il accuse de financer et entraîner des terroristes. Trump estime que l'Iran ne devrait jamais posséder une arme nucléaire. De son côté, le président iranien, nouvellement réélu, a déclaré que son pays continuera ses tests de missiles tant que ce sera nécessaire. Football, Coupe du Monde des moins de 20 ans. Bon début de l'équipe nationale du Sénégal. Les protégés de Koto ont battu l'équipe d'Arabie Saoudite par 2-0. But sénégalais marqué par Ibrahima Niane et Ousseynou Kavin Diagne. Fatoumata Savané-Salé. Première sortie des Lionceaux, première victoire des Koto Boys dans cette 21e édition de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. La bande à Ibrahima Niane, auteur du premier but dans ce match, a réalisé une bonne opération. On voit
Le but de Ibrahima Niane en pleine lucarne. Le sociétaire de Génération Foot est imité 2 minutes plus tard par Ousseynou Cavin-Diagne sur cette belle frappe. Et cette frappe d'Ousseynou Cavin-Diagne. 2-0 dans les premières 15 minutes. Le score aurait pu être corsé dans cette première mi-temps si Aliou Badji avait réussi à mettre au fond des filets ce coup de tête intercepté par Mohamed Aliami. Très bon réflexe du portier saoudien Mohamed Aliami. Une deuxième période avec des occasions de part et d'autre. Les Sénégalais avaient largement l'opportunité d'aggraver le score, mais le tableau d'affichage ne changera pas. Les juniors du Sénégal terminent la partie par 2-0. Pour ce mondial des moins de 20 ans en terre coréenne, le Sénégal va affronter pour sa deuxième sortie les États-Unis. Ce sera le jeudi 25 mai à 11h. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Pour vendre des bus au gouvernement et on a discuté ce projet aussi. Ce mardi s'ouvre à Ahmedabad les 52e assemblées générales d'Oulabad. Il y aura également un panel de chefs d'État qui va se pencher sur le développement de l'agriculture. Justement, ces 52e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement se tiennent dans un pays membre actif de la BAD de l'Inde. L'agriculture est au menu des 5 jours d'échange qui ont démarré aujourd'hui pour la Banque africaine de développement. Les investissements sont le seul moyen de libérer le potentiel énorme des exploitations agricoles et l'agro-industrie. On revient sur le choix de ce thème avec Aram Dawa. 7 Africains sur 10 vivent de la terre. Cette indication que donne la BAD suffit à convaincre sur la nécessité d'investir sur l'agriculture. C'est le seul moyen d'en finir avec la faim, la malnutrition et l'extrême pauvreté. L'un des principaux investisseurs du continent, la Banque africaine de développement, prend le combat à bras le corps. L'agriculture est au centre de ces 52e assemblées annuelles, le plus important événement de la banque qui se tient cette année en Inde. L'avenir de l'Afrique dépend de ce que ce continent fera de l'agriculture. Plus précisément, nous nous pencherons sur la question de savoir comment faire de l'agriculture une activité commerciale, relancer les économies rurales de l'Afrique, accélérer le financement agricole et promouvoir la participation des femmes et des jeunes au secteur agricole. Mais nous allons encore plus loin. Nous présentons l'Afrique aux Africains et au monde. Toute l'Afrique est impliquée pour qu'elle n'importe plus 2 fois plus de nourriture qu'elle n'en exporte. Les jeunes le sont aussi parce que l'agriculture peut offrir des emplois aux 10 millions d'Africains qui entrent chaque année sur le marché du travail. Le monde n'est pas un reste parce qu'il aura besoin de l'aide de l'Afrique pour nourrir les générations à venir. Avant de se rendre en Inde, le président de la République a rencontré nos compatriotes qui vivent en Arabie Saoudite. Ces derniers ont exprimé plusieurs préoccupations, entre autres l'accès au logement, la construction d'une école sénégalaise dans ce pays et l'intervention de l'État sur certains dossiers judiciaires tels que le cas Bayang Diop, envoyé spécial par Birambi Gueye. C'est l'un des temps forts qui a toujours rythmé les voyages du chef de l'État à l'étranger. C'est avec enthousiasme que les Sénégalais de la diaspora accueillent toujours le président Macky Sall. Ici à Jeddah, nos compatriotes n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont témoigné toute leur gratitude au président de la République. Mais c'est aussi et surtout l'occasion pour les Sénégalais d'Arabie Saoudite de poser leurs problèmes et difficultés dans une vie parfois complexe, loin de chez soi. Le souci principal reste la détresse de certains pères de famille qui ont perdu leur emploi suite à la faillite d'une très grande entreprise saoudienne de construction, Saoudi OG. Celle-là
qui a construit le King Fahd Palace au Sénégal il y a de cela plusieurs décennies. Le président Macky Sall a tenu tout d'abord à les rassurer. L'État n'abandonnera pas ses fils à leur sort. Des démarches seront entreprises afin que leurs droits soient respectés. Mieux, le président de la République Macky Sall va leur apporter un soutien à la hauteur du préjudice, le temps que la liquidation de l'entreprise soit prononcée par les autorités saoudiennes et qu'ils entrent dans leurs fonds. Autre sujet évoqué qui concerne cette fois-ci les femmes d'Arabie Saoudite. C'est une bonne nouvelle que le président Macky Sall leur rapporte. Il s'agit de l'octroi d'une troisième tranche de financement à hauteur de 50 millions de francs CFA. C'est parce qu'elles sont des modèles. Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Riyad puis Ahmedabad, le président Macky Sall est arrivé dans la ville indienne qui abrite les 52e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Le chef de l'État participe à cette rencontre où il sera essentiellement question des financements à consacrer à l'agriculture pour nourrir l'Afrique. Opération pré-hivernale, l'ONAS se met dans le curage. Plusieurs installations de la ville de Dakar vont être nettoyées ou mises à norme. Pour éviter toute mauvaise surprise, l'Office national de l'assainissement du Sénégal joue la carte de l'anticipation 2-0 et une première victoire à la Coupe du Monde des U20. Les Lionceaux font une bonne entrée en matière face à l'Arabie Saoudite, une équipe soudée qui entend aller loin dans cette compétition. Bienvenue à tous. Le chef de l'État est en Inde depuis ce lundi. Le président Macky Sall va prendre part aux assemblées générales, assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, la 52e édition. Cette année, l'accent sera mis sur les opportunités de développement qu'offre l'agriculture en Afrique. Envoyé spécial à Ahmedabad, Pape Biram Biguendiaï. C'est donc la journée du lundi que le président de la République est arrivé en Inde, dont la ville d'Ahmedabad. Le président Macky Sall est l'invité de la Banque africaine de développement qui tient ses 52e assemblées générales en terre indienne avec comme thème principal l'agriculture. Vous le savez que c'était le président Macky Sall, dans l'ouverture quand j'ai pris la fonction en tant que président de la Banque africaine de développement. Il était il y a 2 ans à Djamnajo, c'est lui qui avait ouvert la conférence sur l'agriculture. Donc ça veut dire que la Banque africaine de développement a commencé à accélérer notre investissement sur l'agriculture parce que le président Macky Sall soutient beaucoup de l'agriculture. C'est une visite d'amitié, d'appréciation pour son Excellence, Monsieur le Président. L'Abad s'honore de recevoir le président Macky Sall à cette rencontre qui demeure un rendez-vous privilégié des chefs d'État africains. C'est parce qu'il y a à la clé des enjeux économiques. Le président Macky Sall, c'est un leader africain qui pense dans l'avenir de l'Afrique, avec une vision pour l'Afrique, et il soutient très fortement la Banque africaine de développement. Nous avons une relation très spéciale avec le Sénégal. Je félicite le Sénégal de son croissance économique. Si vous prenez aujourd'hui au niveau de la taux de croissance économique de l'Afrique, le taux du Sénégal, c'est 6,7%. Ce qui est incroyable, parmi les plus larges élevés dans le monde. Donc j'ai profité de l'occasion pour lui féliciter pour le travail merveilleux au niveau de la stabilisation macroéconomique et fiscalité de leur pays. Entre l'Abad et le Sénégal, le partenariat est bien en place et épouse les priorités du président Macky Sall en termes de grands projets pour un changement structurel de l'économie sénégalaise. On travaille sur plusieurs projets. Il y a le projet de Promoville que nous savons, il y avait le projet sur l'agriculture, il y a le projet aussi sur le train qui va à Djamnajo jusqu'à l'aéroport. Il y a aussi l'investissement que nous faisons aussi sur la construction du système routier au sein du système urbain de Dakar. Il y a aussi l'aspect que nous faisons au niveau de la formation. Je dois vous dire que je suis vraiment très impressionné sur ce que le président fait sur la formation. Parce qu'il a cette initiative qu'on appelle l'initiative de Nouveau Einstein. C'est-à-dire les gens qui sont des gens dans les mathématiques, dans les technologies informatiques et tout ça là, qui soutiennent. Il est un leader en Afrique pour ça. Donc nous, on soutient fortement le président, on soutient fortement le Sénégal. Dans la foulée, le président Macky Sall a reçu le patron du groupe indien d'automobile Tata. Les perspectives sont bonnes et le partenariat bénéfique.
C'était juste pour lui dire le bienvenu en Inde. Je crois que c'est après longtemps qu'il est venu en Inde et je l'avais rencontré une fois à Dakar. Et c'est juste pour lui dire le bienvenu. On a un engagement. Et l'homme s'enfonce dans une méfiance injustifiée. La turbulence, parce qu'il est question de turbulence, qui s'incruste avec des dérives pendant des mois, des années, dans les cités et écarte-t-elle la foi de rêver son destin dans son propre pays. Nous nous employerons à défendre les acquis de liberté par nos réflexions transcrites, à travers nos écrits qui servent de discours, qui servent d'action de revendication, mais surtout d'action de projection, d'action d'éveil des esprits et de partage. Par les mots, ces écrivains vont soigner les esprits. Les propositions issues de telles joutes peuvent durablement et conséquemment aider les autorités étatiques à prévenir certains risques et fléaux aux conséquences périlleuses. Le terrorisme, pour ne pas le citer, a besoin de votre décryptage, messieurs les écrivains, pour que le mythe qu'il est devenu soit détruit totalement et pulvérisé dans les mentalités de ceux-là qui, par insuffisance de culture ou simple folie, sont guéris de leur mal. L'art d'écrire est désormais perçu comme une panacée. L'Union des écrivains d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine en est consciente, elle qui reste attachée aux valeurs de paix, de liberté et de tolérance. Mettre le monde rural dans l'ère du numérique, telle est l'ambition de l'RTP et du FDSUT. Les deux entités s'y emploient. Elles viennent d'équiper la case des tout-petits de Diarère. 20 ordinateurs et un poste de travail fixe sont mis à la disposition des enfants de cette localité pour les familiariser avec les TIC. Hamidou Diop. Pour les tout-petits de Diarère, c'est une innovation majeure. Une rupture, car ces enfants peuvent désormais manipuler l'ordinateur grâce au FDSUT et à la RTP. Dans chaque structure préscolaire bénéficiaire, nous avons mis à disposition 20 ordinateurs portables, un ordinateur classique pour adultes, un vidéoprojecteur, une imprimante réseau de type laser, un routeur Wi-Fi, 4 ventilateurs pour l'aération de la salle. À Diarère, les enfants et le personnel ont tous salué l'arrivée de ces équipements qui permettent d'effacer l'écart technologique entre les villes et le monde rural. Il s'agit à travers cet important projet de contribuer à l'atteinte de l'objectif connecter les écoles à l'horizon 2015 retenu lors du sommet mondial sur la société de l'information tenu du 10 au 12 décembre 2013 à Genève. Ce que nous sommes en train de faire à Diarère, on aurait pu le faire dans 100 autres établissements au Sénégal. Dans le bilan pas exhaustif présenté par le directeur de la RTP, vous avez retenu que la case des tout-petits de Diarère constitue la 100e case que nous avons équipée. Au niveau des établissements secondaires, nous en sommes à 123 établissements. Au niveau supérieur, nous avons fait en sorte que les étudiants des universités publiques du Sénégal bénéficient maintenant gratuitement de l'Internet, tant au niveau du campus pédagogique que du campus social. D'ici 2018, 400 cases des tout-petits sont ciblées. Et toujours à Fatigue, le lycée Koumbando Fentouf a bénéficié de l'installation d'un réseau Wi-Fi. Et nous savons l'importance donc de l'Internet dans un établissement. Donc c'est un appui donc, aux enseignements-apprentissages. Ça, ce n'est qu'un aspect, parce que moi qui vous parle, au niveau de l'administration, chaque jour... En termes de régularité, dont le remboursement des crédits déjà alloués. Crédit à 0% de taux d'intérêt. Sur la question de l'habitat, la balle est désormais dans le camp des Sénégalais de la diaspora, puisque l'État a déjà mis en place des conditions très souples d'acquisition de logements à Dakar.
Par ailleurs, une vieille doléance des Sénégalais d'Arabie Saoudite est en passe d'être résolue. Il s'agit de la construction d'une école sénégalaise à Djeddah. Là-dessus, un terrain de 412 000 m² a déjà été identifié pour abriter ce complexe scolaire. Bref, le président Macky Sall a décidé de prendre à bras le corps toutes les préoccupations de nos compatriotes, sans oublier certains dossiers judiciaires pendant devant la justice saoudienne. L'État du Sénégal est en train de tout mettre en œuvre pour trouver une issue heureuse, et ce, dans la plus grande discrétion. Le Dara de Koki se modernise. 2 pavillons d'hébergement pour garçons et filles viennent d'être construits dans cette école où est enseigné le Coran. 139 millions de francs CFA, c'est le coût de ces ouvrages que le ministre de l'Éducation a inauguré. Pape Collingham. Coupure de ruban, prix dévoilement de l'enseigne. Un pavillon tout neuf pour servir de dortoir aux pensionnaires du Dara de Koki. Un joyau d'une capacité d'accueil de 26 chambres. À Koki, Serigne Mbaye Thiam a aussi visité le chantier de la résidence des jeunes filles. Même conception architecturale. Les 2 réalisations ont coûté la somme de 139 millions de francs CFA. C'est un pavillon composé donc, de 16 chambres avec des toilettes de part et d'autre, donc 8 box de chaque côté, donc avec un bureau du directeur donc, et une salle de surveillants. Autre lieu, visiter l'Institut Ahmed Sarelo de Koki. Il accueille près de 4000 apprenants ayant déjà mémorisé le Saint-Coran. Ici, à côté du programme arabe, on enseigne aussi l'anglais, le français et l'informatique. Après la visite des différentes sections du Dara, parents d'élèves, autorités religieuses, enseignants, élèves et élus locaux ont salué les nombreux efforts de l'État pour une meilleure prise en charge de l'éducation à Koki. Le marabout nous a chargé de remercier en son nom le président de la République Macky Sall pour les 2 pavillons qu'il a construits ici. Ses prédécesseurs n'ont pas pensé à le faire. Lui, il l'a fait. C'est pourquoi nous le remercions beaucoup. La cérémonie d'inauguration des pavillons d'hébergement, filles et garçons des apprenants du Dara de Koki, réalisée sur les instructions du chef de l'État, le président Macky Sall, me donne une nouvelle occasion de rencontrer la communauté éducative et religieuse du sous-secteur des Dara, acteur clé de l'émergence. Je voudrais ainsi féliciter les responsables de cet auguste complexe islamique pour le travail remarquable accompli dans le cadre de la promotion de l'enseignement arabo-islamique et d'une éducation de qualité pour tous les enfants du Sénégal. Le Dara de Koki a été créé en 1939. Plusieurs sommités de l'État dans différentes sphères ont fait leur humanité dans ce foyer religieux. Le ministre de la Culture invite l'Union des écrivains d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine à contribuer à la maîtrise des turbulences engendrées le plus souvent par les conflits et l'intolérance. Madick Ndiaye a ouvert la rencontre internationale des délégués de l'Union, une première en terre africaine pour une organisation vieille de 60 ans. Rougui Atouba. En conclave à Dakar, les écrivains d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine prennent leurs plumes pour faire de la littérature un langage de paix et de liberté. Les libertés reculent. Nous devons donc avoir une vision donc, de notre boîte. Et ça, parce qu'on nous envoie des documents et il peut y avoir des urgences. Ces équipements sont financés par le Fonds de développement du service universel des télécommunications à travers un programme qui vise à connecter les cases des tout-petits et les lycées du Sénégal. 3 jours pour parler de la compréhension et la conduite opérationnelle du partenariat public-privé et sa contribution au développement territorial. Des travaux animés par un cabinet français et qui ont réuni divers acteurs. Hamidou Diop. Une mise à jour des participants sur les outils modernes de la contractualisation publique-privée a été à l'ordre du jour de cet atelier qualifié d'utile et de pertinent par les élus locaux dans un contexte de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Les ressources de l'État ne sont jamais suffisantes
parce que les besoins et les précautions de population sont extrêmement élevés et il nous faudra recourir effectivement à un nouveau procédé. Et aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que les PPP. C'est la raison pour laquelle nous saluons la cet atelier animé par d'éminents experts venant de France et qui nous ont permis de maîtriser de façon opérationnelle l'élaboration mais également la mise en route ou la mise en conduite d'un projet PPP. Toutefois, des préalables sont nécessaires pour une conduite efficace du PPP au niveau des territoires. Les collectivités locales ont besoin de s'entourer d'experts, de s'entourer de spécialistes pour justement pouvoir corriger cette asymétrie d'information entre le public, de compétences même entre le public et le privé. Ils ont besoin aussi, surtout, quel que soit le niveau de compétence, d'identifier des projets qui sont des projets porteurs. Une méthodologie de conception et de conduite d'un partenariat public-privé basé sur les outils méthodologiques devant conduire au développement territorial a été bien appréhendée par les participants. L'objectif de cet atelier est de vous fournir une méthodologie de conception et de conduite d'un partenariat public-privé basé sur les outils méthodologiques devant conduire au développement territorial. Au terme de cet atelier, une des leçons apprises a été livrée par un des animateurs sur la modalité de contractualisation des collectivités territoriales par le truchement d'une forte intervention du privé. Le sentiment que l'on a au terme de ces 3 jours de formation, c'est que rien n'est impossible. Le risque, c'est quelque chose qu'on arrive à contingenter dans le cadre des échanges avec un opérateur. Le principal risque, à mon avis, c'est de ne pas faire, c'est de ne pas prendre l'initiative. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on a réussi, je pense, à réaliser pendant cette formation, c'est de démontrer que les collectivités territoriales peuvent prendre l'initiative d'un certain nombre de projets tout en maîtrisant les risques de ceux-ci. Et ça, je trouve ça plutôt positif. Au total, cet atelier de partage constitue un palier supplémentaire dans l'action managériale des participants. Il ouvre des perspectives intéressantes en termes de maîtrise des enjeux de la maîtrise d'ouvrage et de l'appui à la maîtrise d'ouvrage des acteurs dans un contexte de mise en œuvre du PSE, où le privé a une belle carte à jouer. Anticipation, c'est le maître mot à l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Pour mieux préparer la saison des pluies, des opérations pré-hivernage sont organisées pour le curage du réseau de l'ONAS. Toute la capitale, Dakar et sa banlieue sont concernées par les travaux. Ibrahim Andong a fait le tour de quelques points. Reportage. Cette grille à valoir ne respire plus. Elle a été complètement étouffée par les déchets solides. Une situation qui empêche le passage normal des eaux de pluie. Pour y faire face, l'ONAS, l'Office national pour l'assainissement, a déployé des gros moyens. C'est une aspiratrice excavatrice. Donc nous l'utilisons en fait pour le curage des grilles à valoir. Parce que c'est équipé d'une benne de capacité 8 mètres cubes. Donc c'est un engin qui a une grande capacité d'aspiration. Donc ça peut aspirer jusqu'à une profondeur de 8 mètres. Des opérations pré-hivernage dont les travaux ont été commencés